bonjour à toutes et à tous. Et avant toute chose, je tiens à remercier les organisateurs et organisatrices de ce colloque qui est vraiment passionnant. Merci d'avoir pensé à moi, voilà, un petit colloque social. Alors, j'espère que personne n'y verra une erreur de casting, hein. Je suis psychologue en effet, mais je suis psychologue social. C'est-à-dire qu'on me demande de parler sur la santé mentale des médecins libéraux, mais je ne vais pas faire de la psychologie du vécu des médecins libéraux, mais vous proposer un certain nombre de pistes de réflexion à partir de ma discipline, la psychologie sociale, et de quelques résultats d'études que j'ai pu mener. Je vais essayer de tenir en peut-être 20 minutes pour que nous ayons le temps d'échanger. Voilà. Enfin, quand je dis 20 minutes, je ne suis pas sûre de les tenir, mais si, je vais essayer. Depuis ce matin, j'ai entendu un certain nombre, pour me dire, je suis quand même raccord avec ce qui m'est demandé. J'ai entendu M. Gabory qui disait l'impression de se tuer au travail. Les médecins ont l'impression de se tuer au travail, dévotion à leurs tâches et pour autant pas plus d'erreurs médicales. Voilà, donc ça, on va essayer de reprendre cela ensemble. M. Mekedem disait qu'il faut s'adapter. Il faut vraiment chercher à s'adapter. Et encore, les conclusions, M. Maréchal, c'est une histoire de réorganisation de contexte et monsieur il disait les conditions de travail. Donc, je pense que ce que je vais essayer de vous amener comme élément de réflexion vont dans ce sens-là, puisque la psychologie sociale parle. Alors, qu'est-ce que c'est la psychologie sociale? Alors, ce n'est pas la psychologie clinique, un certain nombre d'entre vous ont peut-être des connaissances des différents aspects de la psychologie, mais souvent on pense celui qui soigne, le thérapeute, celui qui écoute. La psychologie sociale, c'est un domaine scientifique qui cherche à comprendre donc les comportements, les sentiments, les pensées dans des situations sociales. Et ces situations sociales, ça peut être l'individu donc seul face à un groupe, ça peut être l'individu au centre de certains groupes d'appartenance, d'affiliation, et qui se positionne par rapport à d'autres groupes, ou alors nos propres rapports au sein d'un groupe. Donc voilà. En fait, nous en psychologie sociale, et le point de vue là, que je vais aborder avec vous, c'est comment se positionne le médecin généraliste ou les médecins généralistes dans un contexte environnemental, groupal, et qui peut mettre à mal ces conditions de travail ou au contraire être aussi stimulantes, mais nous allons plutôt parler des aspects stress et épuisement professionnel. Alors pourquoi parler des aspects plutôt négatifs? Moi j'aurais pu essayer de faire une intervention en disant pourquoi la médecine c'est super, pourquoi c'est un métier où bien sûr je n'en doute pas, même si je n'exerce pas. Et malgré tout, j'ai pris ici juste une source internet, une enquête qui date d'octobre 2021 dans Ouest France et qui révèle des chiffres assez alarmants. Plus de la moitié des étudiants en médecine présentent des symptômes anxieux et qui ne seraient pas dus seulement à la crise sanitaire. 67% des externes et des internes ont présenté un syndrome d'épuisement professionnel ou dit burn-out. Et puis, d'autres chiffres, plus de 50% des internes qui ont déclaré travailler plus de 50 heures par semaine lors de leur stage. Après, comme dans d'autres professions, bien sûr, des alertes sur des cas de risques psychosociaux, de harcèlement, d'humiliation, d'agression sexuelle. Bon, des éléments qui ne vous étonnent pas, certainement. Alors, là, c'était de la source presse. Quand nous regardons, j'ai essayé de faire une petite revue de littérature pour préparer cette intervention, et je me suis dit, il y a certainement des travaux récents, des travaux de scientifiques récents en sciences humaines et sociales, qui vont analyser ces éléments-là.
J'étais surprise d'en trouver peu, ou plutôt des documents non publiés. Hein. Là, c'est les éléments de thèse, qui sont même des thèses d'exercice, hein, je pense, hein, qui rendent compte, l'une en 2018, 43% des médecins généralistes aux Normands souffrant d'épuisement professionnel, l'isolement étant un risque de facteur de risque prévalent, pardon. Et puis, voilà, une autre thèse qui montrait, c'est intéressant aussi, là, que la prévalence du syndrome d'épuisement professionnel, en fait, n'a pas varié en 15 ans, ce qui recoupe ce que j'entendais ce matin, malgré les évolutions d'exercice de la prévention. Alors, on pourrait dire ça n'a pas varié, mais ça n'a pas augmenté non plus. Donc il y a quelque chose qui stagne et nous sommes face à des verrous là, qui ont été évoqués hein, déjà depuis ce matin. Bon, voilà pour quelques chiffres. J'ai noté aussi ici une référence, une revue de littérature. J'avoue ne pas avoir eu le temps d'en faire une synthèse, mais qui est relativement récente, 2017. Voilà pour quelques référence sur les travaux sur l'épuisement professionnel des médecins libéraux. Bon, alors maintenant, je vais vous parler des approches psychosociales. Là encore, il n'y en a pas beaucoup. Je vais citer celle d'un collègue, Didier Truchot, qui a beaucoup écrit. Peut-être certains d'entre vous l'ont lu. Il a écrit un ouvrage qui est très clair sur burn-out, épuisement professionnel. Donc forcément, moi je le trouve très clair parce qu'il prend le focus de la psychologie sociale. Et pour vous donner un exemple, alors dans cette étude, là c'est un article qui porte sur le burn-out des médecins généralistes. Et qui mobilise deux théories, celle de l'inéquité perçue et de l'orientation communautaire. Alors, pour faire simple, en fait, il a fait différentes mesures. Donc, une mesure de l'épuisement professionnel, et il a montré que c'était corrélé avec ce qu'on appelle l'inéquité perçue, c'est-à-dire le sentiment que ces médecins généralistes avaient d'un manque de réciprocité dans la relation avec leurs patients. En fait, le modèle de l'équité, c'est tout simplement de dire que tout un chacun a besoin de correspondance entre ses investissements et les récompenses, quel que soit le titre de bénéfice intrinsèque ou extrinsèque. Donc, donc là, bon, attendu, hein, plus on sent que la situation est inéquitable, qu'on donne beaucoup pour peu de récompenses, plus on se sent épuisé. Mais cette relation serait modérée par ce qu'on appelle l'orientation communautaire et tout le monde n'a pas le même type d'orientation communautaire, c'est-à-dire certains d'entre nous vont donner la priorité aux besoins des autres, satisfaire les besoins des autres plutôt que ses propres besoins. Alors, ce qu'on pourrait aussi m'entendre sous le terme qui était de se dévouer à sa tâche. Mais j'aime pas trop le terme dévotion, puisque comme si certains seraient plus altruistes que d'autres. Je pense que voilà, je voulais vous donner l'exemple de cette étude parce qu'elle montre bien que dans cette problématique du vécu d'épuisement professionnel des médecins, il y a plusieurs types de dimensions et qui vont être corrélées. Et qui peuvent se modérer. Donc je reprends, c'est-à-dire que plus la personne sera dans une orientation communautaire, moi je pense avant tout à mes patients, tant pis, moi ça passera après, et c'est ce qui donne du sens à ma vie, et bien même dans une situation de conditions de travail vécue comme assez inéquitable, l'épuisement professionnel sera moindre, et vice-versa. Donc c'est des leviers intéressants sur lesquels on peut travailler avec les médecins. Alors là, je me permets de m'autociter, et excusez-moi, c'est une étude assez ancienne, de 2005, mais parce qu'en fait, quand j'ai commencé mes travaux en arrivant à l'université de Poitiers, j'avais qu'une envie, travailler sur la médecine auprès des médecins généralistes. Bon, alors je fais beaucoup de détours depuis, mais c'est pour ça que je suis ravie de venir parler sur des problématiques de médecine aujourd'hui. Alors, c'était là aussi, je le raconte rapidement, c'était une expérience qui consistait à tester
auprès de 28 médecins généralistes une situation expérimentale où je leur présentais un cas fictif d'une jeune femme souffrant d'un symptôme grippal, mais qui avait été prétesté pour générer plusieurs hypothèses diagnostiques. Et l'idée, c'était de voir dans quelle mesure un épuisement professionnel, qui était mesuré par ailleurs, pouvait être corrélé avec la réduction du nombre d'hypothèses diagnostiques. J'avais travaillé médecin pour faire cette hypothèse, c'est-à-dire plus on est épuisé, eh bien plus on va au plus simple, ce qu'on appelle chez nous, ou plus rapide, le besoin de clôture cognitive, c'est-à-dire trouver un diagnostic assez rapide. Voilà. Et au contraire, donc avoir un haut besoin de clôture cognitive, c'est trouver une réponse assez rapide, donc peu d'hypothèses diagnostiques, et avoir un bas niveau de clôture cognitive, c'est vouloir approfondir le sujet. Bon, ici, pour reprendre ce même modèle, eh bien, en effet, il y avait une corrélation entre l'épuisement professionnel déclaré par les médecins et la réduction du nombre d'hypothèses diagnostiques, mais qui a été majorée par le nombre d'heures de consultation hebdomadaires, c'est-à-dire aucune incidence ni du sexe du médecin, ni de l'ancienneté, c'était le nombre d'heures de consultation hebdomadaires qui amenait le médecin donc, à avoir des diagnostics peut-être moins approfondis. Voilà, étude vraiment sans grande ambition scientifique. Voilà ce préambule pour vous montrer comment on peut aborder la question sous l'angle empirique, apporter des réponses empiriques. Mais ce que je voudrais aborder avec vous, c'est une question plus générale. Alors bon, excusez-moi, il n'y a pas de jeu de mots, mais je m'étais dit un jour que si j'écrivais un article, un ouvrage, je mettrais style de pensée ou penser le stress professionnel. En fait, j'ai que le titre, j'ai jamais fait l'ouvrage, mais j'aime bien en parler parce que, en fait, pour moi, c'est pas anecdotique. Nous sommes beaucoup, quand on pense psychologue ou même juriste, ou vous ici, à se dire comment penser soigner, réduire l'épuisement professionnel, ou stress ou burn-out, on ne sait pas trop de quoi on parle, on va faire une petite clarification sémantique là avant, mais on ne pense pas suffisamment à quoi il renvoie. Maintenant, je ne vais pas avoir de recette, hein, juste quelques pistes de réflexion. Tout d'abord, une petite clarification sémantique, toujours nécessaire de savoir de quoi on parle. Risques psychosociaux, stress professionnel ou état de stress liés toujours à des facteurs, là en l'occurrence facteurs liés au travail, mais qui peuvent prendre plusieurs formes, des violences internes, qui peuvent être internes au milieu professionnel, hein, qui peuvent être des harcèlements moraux ou sexuels, des violences que l'on dit externes, qui peuvent relever d'agressions verbales ou physiques, qui amènent toujours à des états de stress, mais il peut y avoir du stress professionnel directement lié à des conditions de travail dégradées. Maintenant, le problème, c'est que quand on parle stress, on aurait le temps, là on fera un petit sondage, je suis sûre qu'il y aurait plein d'acceptions différentes du stress. Et puis je ne vais pas vous faire non plus un cours sur le stress, mais ni sur le burn-out. Mais je vais, donc comme j'ai la parole, je vais vous dire comment moi je pense que pour s'entendre, une façon très simple de concevoir le stress, c'est déjà d'en écarter deux. La première, de penser que le stress est un stimulus qui pourrait être un stress positif, mais au-delà d'un certain niveau de stress, c'est plus négatif, on peut craquer. C'est la définition basique. Mais en même temps, lorsque vous demandez, ça existe le stress positif? Bah oui, il faut bien un petit peu d'adrénaline, ou si vous voulez. Mais il y a quand même l'idée que le stress, ça vient du terme stress, des formations élastiques d'une barre de fer, et les individus ne sont pas des barres métalliques dont on peut mesurer la déformation plastique.
Mais c'est quand même, ce modèle-là, c'est la base du management par le stress. Moi, je l'écarte. Ça ne m'intéresse pas trop, pas plus que celui-là, qui est un modèle assez classique aussi, de considérer que, alors c'est une réaction, non pas qui vient de l'extérieur, mais propre à l'organisme, et que, eh bien, lors d'une phase de stress, d'éléments sous l'effet de stresseurs, eh bien, nous développerions une phase de résistance qui médicalement peut être identifiée avec une augmentation de certaines hormones. Là, je parle sous contrôle, je sais pas, mais en tout cas, je dirais psychologiquement, physiologiquement, biologiquement, une mobilisation énergétique qui est au-delà d'un seuil homéostatique d'équilibre pour l'individu. Et phase de résistance, et bien sûr, plus l'on tient, plus on dit, au bout d'un moment, je sens que je suis dans le rouge. Cette expression que l'on dit, je suis dans le rouge. Parce que forcément, quand on est en sur-régime, on peut craquer. Là aussi, ça nous parle bien, ce modèle-là. Tout le monde dira, mais pourquoi vous réfutez ce type de modèle? Eh bien, tout simplement, pourquoi je le réfute? Parce qu'en tant que psychologue social, ça n'explique pas pourquoi nous-mêmes, à différents moments de notre vie, on tiendra plus longtemps en résistance qu'à d'autres moments de notre vie. Et si vous comparez deux individus, pourquoi certains vont ressentir du stress dans une situation et pas d'autres? Pourquoi parler à une tribune va en stresser certaines et pas d'autres? Ces modèles ne l'expliquent pas, puisqu'on considérait que ce serait un syndrome général d'adaptation. Donc, en fait, ces modèles ne laissent pas place à l'interprétation que fait l'individu de la situation qu'il vit. Et donc, il y a un autre modèle qui est simple en apparence, mais que je vous présenterai ici simplement, sur lequel je pense qu'il est facile de s'entendre, mais qui balaye les deux autres modèles, qui considèrent que le stress est une perception que l'on a d'un déséquilibre entre nos contraintes et nos ressources. Tout simplement une situation de déséquilibre où on estime, où on perçoit dans notre relation avec l'environnement, et c'est là que ça devient intéressant, parce que l'environnement, ça peut être le milieu rural, ça peut être le milieu urbain, selon ce que l'on choisit, ça peut être la situation familiale, les difficultés familiales que l'on peut vivre, ou les joies familiales, etc. L'environnement, c'est tout ça pour un médecin généraliste, puisque nous parlons de ça aujourd'hui. Et pour certains, les contraintes seront moins lourdes, alors qu'elles seront de la même nature. Donc, resituons le stress comme une transaction que l'individu fait entre ce qu'il estime être ses ressources à un moment donné, ses contraintes. Par moment, la balance pèse, et donc sentiment de déséquilibre. Et déséquilibre, on n'est jamais à l'aise en situation de déséquilibre. C'est pour ça que moi, le stress positif, je dis, ah bon, en déséquilibre, vous vous sentez bien, vous trouvez ça positif. Bon. Alors, que fait-on pour rétablir l'équilibre? Eh bien, nous savons faire. Nous allons chercher de la reconnaissance ou du soutien social, augmenter les ressources. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici, dans la balance. Et puis, nous retrouvons une situation d'équilibre. Mais là, vous voyez, ça paraît simple comme ça, ce modèle. Mais en même temps, souvent, on me dit, oui, donc le stress, c'est dans la tête. C'est imaginaire, c'est... Alors oui, mais non, c'est pas du fantasme, parce que c'est pas de la... Oui, c'est de la perception, c'est subjectif. Mais ça se traduit par des modifications corporelles, et des effets physiologiques. Donc ce n'est pas que de l'imaginaire. Mais la façon dont l'individu se situe par rapport à cette situation de déséquilibre dépend de son rapport à l'environnement. Bon, voilà, là c'était juste pour donner la définition, pour être plus convaincante aussi. C'est pas moi qui j'ai rien inventé, c'est le modèle de Lazarus et Folkman qui donne cette définition très claire. Le stress, relation particulière entre la personne et l'environnement, évaluée comme éreintante et excédant ses ressources. Alors maintenant, le burn-out. Là aussi, on pourrait en parler longtemps, mais je n'ai pas si longtemps que ça, je ne tiendrai pas 20 minutes, je suis désolée, je vais essayer quand même de faire vite.
Alors souvent on confond burn-out, stress professionnel, et puis dans les médias, c'est pas toujours très très clair hein, ce qui est dit. Est-ce que le burn-out c'est pas un stress chronique? Oui, oui, on pourrait dire aussi. Mais alors c'est pareil, pourquoi? Mais c'est une maladie le burn-out, puisque ça doit être considéré comme une maladie professionnelle, mais pas le stress. Alors bon, expliquez-nous. Alors je vais vous expliquer. Moi je pars de la littérature. Ça a été défini dès les années 80 par des dimensions qui sont les définitions classiques, hein, un épuisement émotionnel qui crée une dépersonnalisation, c'est-à-dire une sorte de rejet que l'on aurait vis-à-vis de ses patients ou de ses élèves ou de ses bénéficiaires, hein, le sentiment de ne plus pouvoir supporter ses patients. On parle beaucoup de la maltraitance actuellement auprès des seniors. Oui, épuisement émotionnel qui crée une dépersonnalisation et une réduction de l'accomplissement personnel. Oui, dans les situations de maltraitance dont il est question actuellement, nous sommes vraisemblablement dans une situation qui amène à des processus de burn-out. Mais alors, là encore, dites donc burn-out, épuisement professionnel, stress, est-ce que c'est la même chose? Donc je vous propose, ça n'engage que moi, hein, mais la définition, la proximité que je fais entre stress et burn-out, oui, un stress chronique peut générer des états pathologiques durables qui vont être apparentés au burn-out. Et oui, dans les deux cas, stress professionnel, burn-out, c'est le produit des perceptions de l'individu par rapport aux exigences de l'environnement, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais la différence que je ferai, c'est que le stress serait plutôt une crise des relations au travail, dans ses activités, conflit avec les collègues, problème des conditions de travail, d'aménagement de son espace de travail, ou un planning, problème de planning, donc, ou de charge cognitive, charge physique, alors que le burn-out relèverait plutôt de crise de relations avec son métier. C'est-à-dire que là où dans des situations de stress professionnel, on n'interroge pas forcément sa vocation, son choix professionnel, dans le burn-out, on en arriverait à mettre en question son rôle professionnel comme ces soignants épuisés qui, en fait, se disent « il faut que je change de métier, je ne suis pas fait pour ça ». Et puis, une autre différence, c'est que le burn-out relève d'une forme psychopathologique spécifique. Je n'ai pas le temps ici de développer. Est-ce que ça va pour cette clarification pour vous? Donc, dernier volet de mon intervention, mais qui va amener à un autre niveau, peut-être un petit peu plus politique, si je peux me permettre, de la question. Alors voilà, classiquement, une fois qu'on a identifié, donc chez les soignants, chez les médecins, d'autres populations, les modèles de prévention sont classiques chez nous en psychologie du travail ou en ergonomie. Un diagnostic, une analyse ergonomique et une analyse psychosociale. Et puis, on cherche à combattre les causes réelles, potentielles, identifiées, avant que ces risques psychosociaux génèrent des pathologies. Donc, nous formons des étudiants en psychologie du travail, en ergonomie, pour agir vous devez connaître ces trois niveaux de prévention. Hein, donc, prévention primaire centrée sur les causes, évaluer avant qu'il y ait apparition de risques psychosociaux. Prévention secondaire et tertiaire qui en fait ne devrait pas être appelée de la prévention, puisque agir sur des personnes pour leur dire vous allez gérer votre stress, vous allez apprendre à gérer les conflits, ça veut dire que les facteurs ont déjà eu des effets. Donc c'est plus de la prévention. Ce sont des actions centrées pour réduire des effets délétères d'un environnement de travail. Et puis la prévention tertiaire, c'est la prise en charge des salariés en souffrance. Donc bien souvent, il y a un gros malentendu et puis quelque chose à dénoncer. Moi, je dirais, hein, on va faire quelque chose pour les salariés en souffrance. Donc là, je parle des salariés, mais pas les médecins aussi libéraux, puisque
nous parlons de cette catégorie professionnelle en disant qu'il faut améliorer leurs conditions de travail pour qu'ils soient moins stressés. Ben, non, il faut agir avant. Mais c'est ce qui me réjouit, c'est-à-dire qu'ici, et notamment la dernière présentation, ici de M. Maréchal, voilà, présenter des pistes d'action concrètes pour dire on agit, on fait de la prévention primaire. Alors, maintenant, bon, ok, c'est ce qu'on fait avec, on forme à l'université des étudiants en psychologie du travail et en ergonomie. Moi, maintenant, je forme des étudiants en psychologie sociale appliquée. Et alors oui, parce que la psychologie sociale, c'est aussi une discipline appliquée où on met en place des méthodologies pour changer les comportements et changer les attitudes, et notamment quand les personnes, en fait, ont des comportements qui sont nocifs pour leur santé, prise de risque sur le plan de leur santé, ou des comportements non écologiques, non prosociaux, enfin antisociaux, des choses comme ça, des éléments. En fait, ce que je veux dire, c'est que je vais sortir du registre de la psycho, du travail psycho-ergonomique, pour aller sur un versant plus psychosocial, où pour changer les attitudes des gens, il faut les amener à penser autrement. Alors, je pars d'un constat. Le problème avec ces niveaux de prévention que je viens de vous présenter, c'est qu'elle est toujours centrée sur l'individu et pas le collectif. Nous n'arrêtons pas de dire depuis ce matin, il faut agir sur le collectif, sur les structures, mais quand on interroge des psychologues, ou psychiatres, eh bien, on s'aperçoit que c'est l'individu dont il est question, c'est pas le collectif. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de très logique si on y réfléchit un peu. Le stress, si l'individu ne l'exprime pas, ben, il n'existe pas. Il existe parce que des individus manifestent des signes psychologiques et physiques, disant je craque, je ne peux plus faire face. Et un médecin généraliste qui ne l'exprimera pas, eh bien, on va penser, ben, ça va tout compte fait. La maison de santé, là, ça se passe bien, ça va bien, tout va bien. Pourquoi se poser la question ? Et en fait, je propose quand même de nous interroger pourquoi tout le système sociétal fait que si on veut être plutôt bien normé, bien vu, eh bien, on ne le dit pas. On ne le dit pas, alors c'est seulement quand il y a une accumulation de plaintes, hein, on dit là dans ce milieu ça ne va pas. Là actuellement, accumulation de plaintes par rapport à ce qui se passe en EHPAD. Ah ben oui, mais ce n'est pas nouveau. Mais pour être entendu, il faut qu'il y ait une accumulation de plaintes de bénéficiaires. Alors, des pistes d'analyse. Pourquoi les individus ne disent pas ou n'ont pas intérêt à dire qu'ils sont en stress professionnel ? Je vais peut-être passer là-dessus. Oui, ça mène. En fait, pour en venir à une hypothèse, c'est que pourquoi les individus n'ont pas intérêt à dire qu'ils sont en stress professionnel ? Peut-être parce que ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de travailler ou qu'ils préfèrent taire, mais peut-être qu'il y aurait derrière quelque chose, un ressort de l'idéologie libérale. Pourquoi ? Parce que dans notre idéologie libérale et un contexte sociétal qui promeut l'individualisme, eh bien, nous sommes baignés de conceptualisation et de pratiques très très individualisantes. Par exemple, privilégier un choix existentiel optimiste, psychologie positive ou une attitude optimiste. Si vous allez mal, faites de la méditation de pleine conscience, il faut travailler sur son contrôle interne, bien-être émotionnel, la santé, la pleine conscience. J'ai noté dans la thèse de Julien Barre, 2020, donc très récente, que j'ai citée tout à l'heure, qu'il avait testé auprès de près de 300, non peut-être pas, j'exagère, mais des médecins généralistes. Non, c'était pas du tout attractif, mais de la pleine conscience chez les jeunes médecins généralistes. Ça m'a un petit peu rassuré. Donc, on demande, on est baigné dans une culture individualiste, c'est-à-dire prenez soin de vous, prenez du recul, et comme ça, vous allez gérer votre stress.
La conséquence, c'est qu'en invitant en fait les personnes à se mobiliser autour des stratégies centrées sur soi, centration sur soi, il y a une manipulation, ce qu'on appelle nous une manipulation normative, qui amène l'individu à renforcer sentiment de liberté. Ben oui, je suis libre de faire ce que je veux de ma vie. Et donc, je suis libre aussi de trouver des issues pour mieux vivre, pour vivre d'une façon mieux équilibrée dans mon travail, avec ma famille, et surtout gérer mon stress. Eh bien, c'est exactement ce que l'organisation attend. Responsabiliser l'individu, surresponsabiliser l'individu pour, en quelque sorte, se désengager. Je ne parle pas de ce qui a été dit cet après-midi. Il n'y a pas de désengagement de beaucoup de dispositifs, mais je parle de ce qui se passe à l'échelle, donc là où je suis allée voir ce qui se passait dans des EHPAD, dans des hôpitaux, dans des cliniques où j'ai interrogé des soignants. Donc en fait, pour soutenir cette hypothèse, je suis allée, après par des méthodes de questionnaires d'entretien, vérifier cette hypothèse-là, que les explications produites par les soignants, quand on leur demande pourquoi vous êtes stressé, eh bien ils vont plutôt dire parce que c'est moi qui ne gère pas, plutôt que de dire parce que c'est l'organisation qui me dessert. Alors pour arriver à avoir ça, il faut contourner justement la normativité. Et on a une méthode qui consiste, alors je vous la précise avant, dire que si vous demandez donc à des soignants, là ce n'étaient pas des médecins, c'est des soignants, infirmiers, aides-soignants, et expliquer pourquoi question, je n'ai pas appris, voilà, item de mesure du stress professionnel. Je me sens à bout à la fin de ma journée de travail parce que. Ça, c'est un item de mesure du burn-out. Mais généralement, l'item, dans l'outil, l'item consiste à dire je me sens à bout à la fin de ma journée de travail, estimée sur une échelle la fréquence. Et moi, je leur demandais pourquoi. Et donc, il y a différents types d'explications liées à l'individu interne ou liées à l'environnement. Et vous voyez ici les différents types d'explications qui ont été produites et une raison, je me sens à bout parce que je n'ai pas appris à prendre du recul sur le plan professionnel, est aussi plausible qu'une explication dite externe, je me sens à bout parce qu'on n'a pas l'encadrement adapté. Toutes ces explications, produites elles-mêmes d'ailleurs par des soignants, sont plausibles. Mais en fait, ce que j'ai pu montrer, c'est que lorsque l'on demandait à ces soignants de produire ces explications auprès de leurs supérieurs hiérarchiques, c'est les explications internes qui étaient mises en avant. Si on demande de produire ces mêmes explications par rapport à leurs collègues ou par rapport à leur famille, dans la vie privée, ce sont des explications externes qui sont mises en avant. Vous voyez ? Donc, par ces paradigmes-là, qu'on a l'habitude d'utiliser en psychologie sociale, eh bien, on montre que les discours normatifs, il y a des discours normatifs sur le stress qui régulent les rapports sociaux dans les organisations, qui amèneraient à s'attribuer les causes de son stress ou burn-out, et de cette façon-là, ça maintient la personne en adéquation avec ce qu'attend le milieu et l'organisation, qui elle-même dit « Ok, on vous finance des sessions de gestion du stress, de relaxation, on va vous mettre des salles de relaxation, faire de la gym, tout ça. » Mais c'est un cercle vicieux, vous comprenez ? C'est un cercle vicieux qui maintient les individus dans une situation de dépendance à l'organisation. Et puis aussi, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y avait une évaluation positive qui résulte d'un tel discours d'un salarié, c'est-à-dire qu'on va valoriser un salarié qui va dire « Oui, c'est vrai, j'ai pas fait les bonnes formations pour gérer mon stress » ou contre la maltraitance des seniors, ou je vais faire des formations.
On préférera toujours un salarié qui dit ça, plutôt qu'un salarié qui dit, même si ses voix s'élèvent, si vous continuez à me faire travailler dans ces conditions-là, c'est pas moi, hein, je ne suis pas en cause, moi. Moi, je fais ce que je peux avec ce que je suis, mais ne me demandez pas de faire plus de formation, mais donnez-moi des meilleures conditions de travail. Si on n'arrive pas à faire valoir ça, à montrer ça, eh bien, en fait, quelqu'un qui va oser le dire, je suis en stress professionnel et en burn-out, se verra étiqueté comme quelqu'un faible, non seulement professionnellement, mais quelquefois personnellement. Et il lui incombera d'aller se faire soigner pour burn-out, d'être en arrêt de travail, d'être en rupture avec son milieu professionnel, et peut-être un métier pour lequel il a donné beaucoup d'années de sa vie de formation. Donc dans le cadre, voilà, ce discours, pourquoi? Parce que même s'il n'est pas, je n'ai pas d'études récentes hein, pour montrer ces études-là portées sur des soignants, pas sur des médecins, mais je pense qu'il peut être aussi, il peut éclairer pour avoir des arguments en faveur de méthodes de remédiation organisationnelle, donc plus que personnelle, c'est dont il a été question aujourd'hui. Pour favoriser, donc voilà, j'avais rédigé ça avant d'écouter, mais c'est ce qui a été dit aujourd'hui, mais favoriser l'attractivité du cabinet, la cohésion entre collègues, donc des actions plus centrées sur l'organisation, l'environnement, plutôt que personnel. Et bien sûr, tester in situ ces méthodes de remédiation. Voilà, quelques références personnelles qui étayent les propos sur lesquels j'ai appuyé mon hypothèse. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question pour Madame Esnard? Merci pour cette présentation. Juste une question, parce que par essence même, un médecin libéral est seul dans son organisation, enfin il est son propre patron, c'est ce qu'on dit souvent en fait. Donc comment, finalement, à titre individuel, peut-il lui-même agir sur son organisation, alors que ce que j'entends, c'est que ça serait l'extérieur qui devrait agir pour lui, quand le médecin est lui-même en état de burn-out, tout ça. Il y a une vraie problématique sur le fait que le libéral, il est vraiment seul dans sa tête quand il est en burn-out, et que s'il n'y a pas de confrontation avec le milieu extérieur, or c'est lui-même qui est son propre milieu extérieur, comment faire changer les choses? Alors, ce que j'ai lu dans les thèses que je vous présentais, il disait qu'il fallait favoriser justement cette rupture de l'isolement. Il parlait de groupes BALINT, des groupes de discussion, d'analyse de la pratique qui peuvent être efficaces. En lisant ça, je me disais, oui, mais enfin, un médecin qui est seul dans son cabinet isolé, et je me disais, peut-être que maintenant, avec les moyens de visio, et puis il y a peut-être des moyens de faire des moments de concertation, d'analyse de la pratique, rompre l'isolement, pour parler non pas forcément de son mal-être à soi, parce que je suis allée voir le groupe BALINT, c'est pas faire un travail psychanalytique, c'est analyse de la pratique, mais justement pour parler de ces conditions de travail autour de cas de patients, dans des conditions bien sûr de confidentialité. Donc voilà, j'avais lu cela. Je ne pense que ça ne peut passer, bon, outre la prise de connaissance des dispositifs dont on a entendu parler aujourd'hui, qui sont des leviers, sur un plan psychologique, se rapprocher de centres. Donc maintenant, le virtuel le permet mieux. Enfin, voilà, je sais qu'avec quelques collègues médecins hospitalo-universitaires, on parle de ça justement, comment mettre en place des groupes de discussion à distance, et aussi pour parler recherche, puisque je pense que l'isolement du médecin généraliste tient peut-être, c'est une hypothèse, au fait qu'il a passé plus de 10 ans de sa vie dans un milieu universitaire en entendant parler de recherche, et peut se retrouver démuni, voilà, sur le plan, pas le temps de lire des articles scientifiques, et que ça peut être aussi un enrichissement
Voilà quelques pistes, mais j'avoue que... Si vous me permettez, à ce niveau-là, il existe aujourd'hui 2 structures qui sont à ce but. D'une part, l'Ordre des médecins, qui a un groupe d'entraide, qui a une action importante qu'on ne connaît pas parce que cette entraide est particulièrement secrète, si vous voulez, c'est-à-dire que, comme vous le disiez, le médecin généraliste doit montrer qu'il est grand et fort, mais ils font appel à l'Ordre. Ne faut pas hésiter à appeler l'Ordre, qui n'est pas un organisme coercitif, comme il est malheureusement perçu. Et puis, il y a également l'association MOTS, M-O-T-S, qui est une association avec un numéro d'appel style SOS, qui permet à tous les professionnels de santé, pas seulement les médecins, d'accéder à des psychologues. Donc ça, c'est quelque chose que les médecins doivent connaître. On essaye de le répandre. Et si vous me permettez 10 secondes, je suis surpris que dans votre présentation, qui est parfaitement structurée, vous ne parliez pas de la violence. Parce que la violence, elle est présente tout au long de la vie du médecin généraliste. Elle commence en première année de médecine, qui est une année terrible, destructrice, dont tout le monde garde des traces. C'est une année où on détruit l'amitié avec les autres. On n'est pas des vrais étudiants, parce qu'il faut passer devant les autres. Donc ça, c'est tragique. Oui, derrière, les études de médecine sont destructrices à la fois avec ce que j'appellerais, sans hésiter, la violence hospitalière, c'est-à-dire l'exigence de résultats, et également avec la confrontation avec la mort. Et ça, c'est absolument terrible, puisqu'on est... Moi, je me souviens, mon premier mort, je l'ai vu, j'avais 20 ans. Enfin, je l'ai touché à 20 ans. Ça reste toute la vie. Or ça, on n'en parle jamais. J'ose en parler aujourd'hui parce que je suis au bout de ma vie professionnelle. Mais ça fragilise énormément. Et au-delà de ça, on sort des études de médecine en étant considéré comme celui qui va faire le bien. Donc, dans un système un peu judéo-chrétien, celui qui va donner sa science à l'autre et qui va en recueillir en échange le bonheur, le plaisir de donner. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une société où, quand on ne donne pas, on se fait agresser. On vous prend. Et donc, la vie d'un médecin généraliste, elle est faite de fractures répétées, successives, de plus en plus graves. À chaque fois qu'un patient agresse, à chaque fois qu'un patient remet en doute un diagnostic parce qu'il est allé sur Internet, à chaque fois qu'on fait une erreur, parce que la vie d'un médecin est émaillée d'erreurs. Et à ce niveau-là, ces fractures s'accumulent jusqu'au moment où l'essence même de ce qu'on fait disparaît, s'écroule. Et c'est là qu'on a des gens, comme vous l'expliquez si bien, en burn-out. Et le problème aujourd'hui, c'est que ce sont des jeunes de 30 ans qui atteignent ce stade de fracture, parce que la vie est de plus en plus violente. Et il n'y a plus, dans votre balance, c'était très bien expliqué, la reconnaissance. La reconnaissance, il n'y en a plus aujourd'hui. Vous devez juste donner. Et ça fait aussi le désamour de la médecine générale. Je vous remercie beaucoup pour ces compléments, ces témoignages. Alors, bon, je pourrais dire, bien sûr, je ne pouvais pas parler de tout, mais ça, c'est... En tout cas, merci beaucoup parce que je ne peux pas, moi, témoigner ce dont vous témoignez, je ne l'ai pas vécu. Donc, j'aurais pu faire une partie de l'exposé sur les violences, mais ça aurait été théorique et pas très... votre témoignage me semble beaucoup plus porteur. Et je vous remercie. Et puis pour les contacts aussi, donc l'Ordre des médecins et l'association. En fait, je sais pas. Donc moi, je suis en poste à Poitiers et je travaille étroitement avec une collègue médecin hospitalier universitaire de santé publique, enfin 2 médecins. Virginie Michaud et Marion Albouy, je souhaite les citer ici. Elles ont développé, je les soutiens dans la démarche Happydoc. Je ne sais pas si vous connaissez le dispositif Happydoc au CHU de Poitiers, qui est une cellule de veille et de soutien sur les violences que peuvent vivre de différents internes, externes, les étudiants en médecine. Et nous travaillons actuellement, pas assez vite, parce que sur les VSS, violences sexuelles et sexistes, qui existent partout malheureusement, mais je pense quand même qu'en médecine pharma, peut-être plus qu'ailleurs,
Cet élément-là que j'ai réaffiché, mes collègues m'en avaient parlé, les violences ont été infligées à l'hôpital pour la grande majorité d'entre elles par des médecins taisés. C'est-à-dire le mécanisme, on le connaît dans d'autres milieux professionnels, des personnes qui ont vécu, et puis même familiaux, c'est un mécanisme psychologique, plus on vit de situations violentes, plus on a tendance à les réitérer lorsque nous-mêmes on est en situation de pouvoir, de supériorité. C'est terrible. Mais parce que la médecine s'est apprise autrefois, moi je l'ai connue, elle s'est apprise dans la coercition et la violence, dans le principe d'éducation. Je fais quelquefois le parallèle, pour avoir fait mon service militaire, avec ce qu'on appelle le coxage dans certaines unités, qui est en fait le fait de se faire tabasser par ses religionnaires, si vous voulez, pour apprendre à s'écrouler, puis se relever uniquement dans le dogme du régiment. Et dans l'armée, dans la médecine, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'apprentissage se fait, et c'est toujours fait, dans l'humiliation de l'erreur. Parce que le principe des enseignants a toujours été, en humiliant sur une erreur, vous ne la referez pas 2 fois. Certes, ça marche. Mais je vous assure qu'à mon âge, à 60 ans, on se souvient des humiliations d'externes devant une salle entière d'étudiants, d'infirmières, etc., ricanant dans votre dos. Ça marque terriblement. Et cette violence, elle existe encore aujourd'hui, de façon plus feutrée. Mais grâce à des associations comme celle dont vous parlez, elle commence à émerger. Par contre, elle émerge en faisant des fracas. On le voit dans certains CHU. Oui. Mais voilà, pour nous, des chantiers de recherche, et j'insiste, des disciplines comme la sociologie, la philosophie, la psychologie sociale doivent justement s'affirmer il n'y a pas que les thérapeutes, oui, mais c'est de la prévention tertiaire. Il faut qu'on travaille ensemble, et donc notamment avec des juristes, des personnes qui travaillent sur ces dispositifs-là, pour être vraiment au niveau de la prévention primaire, et conjointement, c'est la place de la psychologie sociale. C'est pour ça que j'étais ravie de parler ici.